La situation politique française va reprendre progressivement. On est tout début du mois de septembre. Ce que j'observe, c'est que la situation n'est pas très bonne, c'est le moins que l'on puisse dire, pour l'exécutif. Et pour François Hollande, vous avez vu le magazine L'Express qui a fait sa une cette semaine sur François Hollande, les cocus de François Hollande, c'est pour parler des électeurs qui lui ont fait confiance. Ça n'est pas très gentil. C'est d'autant moins gentil que c'est assez juste et que, de surcroît, ça n'intervient que fin août, début septembre. C'est-à-dire, il a pris ses fonctions au mois de mai, donc on a eu juin, juillet, août, 3 mois. Au bout de 3 mois, il a passé d'ailleurs les 100 jours. Les sondages sont orientés à la baisse. Il a perdu 10 points, 12 points, ça dépend des instituts. Et donc, il y a tout de suite un grand désenchantement qui se produit. Alors, c'est pas fait évidemment ni pour me surprendre, ni pour surprendre nos adhérents et sympathisants, puisque je n'ai cessé personnellement, et nous n'avons cessé collectivement, que de mettre en garde les électeurs depuis maintenant des mois et des années sur le fait que l'élection de François Hollande ne changerait strictement rien. D'ailleurs, de fait, elle ne change rien. Il suffit de voir sur toutes les thématiques. Vous avez vu que cette palinodie de Madame Nicole Bricq, qui avait été nommée ministre de l'Environnement, elle a voulu remettre en cause l'octroi d'un permis pétrolier d'exploration pétrolière offshore en Guyane. Elle s'est fait aussitôt taper sur les doigts parce qu'il y avait Shell qui était derrière. Elle a été débarquée de son poste de ministre. Toc, elle a été renommée ministre du Commerce extérieur. Et en tant que ministre du Commerce extérieur, je l'ai souligné il y a quelques semaines, son premier mouvement, c'est de partir faire un voyage pour promouvoir les entreprises françaises en Indonésie et notamment des permis d'exploration pétrolière offshore pour Total. Ça prouve quand même une souplesse d'Échine, ou plus exactement une hypocrisie de ce personnel politique qui est quand même assez extraordinaire. S'agissant, ça c'est pour l'environnement, vous avez vu qu'il y a un crépage de chignon entre EELV et M. Montebourg sur la question du nucléaire. Vous avez vu que Madame Duflot ne sait pas quoi faire pour se faire remarquer. Elle a fait octroyer des légions d'honneur en veux-tu, en voilà à tous ses copains et copines. Elle a trouvé moyen de prendre parti pour le fameux groupe Pussy Riot. J'ose pas dire ce que ça veut dire, Pussy Riot, mais enfin, faut quand même dire ce que... Bon, Riot, ça veut dire émeute, mais Pussy en anglais, certains traduisent par vagin, c'est pas exactement vagin. Je laisse aux auditeurs le plaisir de trouver le mot grossier en français qui correspond. Bon, qu'un ministre de la République prenne parti pour un groupe ayant cette dénomination, c'est déjà beaucoup. Il s'agit d'une affaire intérieure russe. C'est une affaire d'ailleurs tout à fait scabreuse, puisque les punks en question se sont fait remarquer en s'introduisant dans les parties intimes des carcasses de poulet. Enfin bon, on présente ça comme de là. Fondamentalement, c'est une opération qui a été financée ou en tout cas mise en musique par Otpor. Donc derrière, c'est George Soros, c'est la National Endowment for Democracy, c'est la CIA qui sont derrière. Ça fait partie de toutes ces ONG qui essaient de déstabiliser le régime de Poutine. Alors dans ces conditions, il n'y a vraiment absolument pas à se mêler de cette affaire, d'autant plus que c'est quand même tout à fait choquant. Ces prétendues actrices sont allées dans une église, l'église du Christ Sauveur à Moscou, pour hurler des insanités. Ce serait d'ailleurs, ça ferait l'objet de poursuites en France et aux États-Unis eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est les titres de gloire de Madame Duflot. Monsieur Montebourg fait des moulinets, il ne se passe strictement rien, il fait des moulinets. Il n'a aucun pouvoir, puisque, comme je ne cesse de l'expliquer,
depuis l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reprenait les articles antérieurs du traité de Maastricht, nous n'avons aucune possibilité de lutter contre les délocalisations industrielles. Voilà. Donc M. Montebourg ne sert à rien d'autre que de faire croire aux Français qu'il peut agir alors qu'il n'a aucun pouvoir. Il vient de se faire remarquer par une prise de bec avec Pierre Moscovici, ministre des Finances, au sujet du recours à la banque Lazare. Vous l'avez vu dans la presse ces jours-ci. Savoir comment gérer un fonds d'investissement. Personnellement, je trouve quand même toujours assez extraordinaire. On ait recours à des sociétés privées, à des banques comme la banque Lazare. Il y a un corps qui s'appelle l'Inspection générale des finances auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Il y a des fonctionnaires au ministère des Finances. Pourquoi est-ce qu'on a recours à eux? Bon. Bref, en tout cas, il est assez savoureux que de voir que des premières décisions du gouvernement socialiste, c'est d'avoir recours à la banque Lazare, qui est quand même le temple du capitalisme. J'ajoute, s'agissant de François Hollande, qu'il est allé au G8, il est allé au G20, il s'est complètement coulé dans le moule de ce que l'on attendait de lui, du moins de ce que les Américains attendaient de lui. Il s'est complètement également coulé dans les pas de ce que faisait M. Sarkozy. En quoi la politique de François Hollande est-elle différente de celle de M. Sarkozy en matière internationale? En rien. Il a une politique tout à fait unilatérale et belliciste sur la Syrie. Je n'ai jamais dit personnellement que nous devions épouser la cause du régime de Damas les yeux fermés, mais ce qui est certain, c'est que nous avons affaire à une manœuvre de déstabilisation du régime de Damas par les intérêts atlantistes, et que face à une telle opération, même s'il y a beaucoup de rancœur contre le régime actuel du président Assad, il était du devoir de la France d'essayer de calmer le jeu et non pas de souffler sur les braises, pour le plus grand intérêt d'ailleurs des États-Unis. Je vois que cette politique d'ailleurs de 2 poids 2 mesures est tout à fait scandaleuse, puisque au même moment la répression au royaume du Bahreïn, dans le golfe Persique, la France ne dit rien. La France ne dit rien sur les droits de l'homme dans tous les pays où les États-Unis ont décidé que c'était des dictatures qui leur convenaient, comme par exemple l'Arabie saoudite. Bon, François Hollande sur PSA n'a rien fait. Sur le livret A a fait peu de choses. Sur le prix de l'essence, ça va se traduire par une baisse de 5 centimes, si j'ai bien compris. Sur l'OTAN, la France est complètement alignée. Bref, rien n'a changé. Voilà, rien n'a changé. Les Français se rendent compte qu'ils ont voté pour on leur a dit le changement c'est maintenant. Les Français se rendent compte que c'était une sinistre farce. Alors, moi, ça ne m'étonne pas, bien entendu, ça n'étonne pas tous nos adhérents et sympathisants. Néanmoins, ce qui est important, c'est de voir la rapidité de la dégringolade. En plus, François Hollande a une personnalité, on sent qu'il est quand même très léger, on sent que c'est quand même quelqu'un qui se laisse un petit peu balloter de droite et de gauche, on sent qu'il n'a pas vraiment prise sur les choses. On a le sentiment qu'on le considère un petit peu comme un gentil garçon, qui se laisse bien mener. J'ai une petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez noté, le président du Conseil italien, Mario Monti, est allé se rencontrer avec M. Hollande au mois de juillet. Bon, et puis Hollande a répété ce qu'on attend toujours de lui dans les hautes sphères du pouvoir euro au pays, c'est-à-dire il n'y a pas de sortie de l'euro possible, l'euro. Bon. Et puis Mario Monti, 2 jours après, est allé en Finlande où il a rencontré le jeune Premier ministre, M. Katainen, qui est d'origine d'ailleurs un financier. Et comme vous le savez, la Finlande est très très en pointe contre des mesures dites hétérodoxes de la part de la BCE, c'est-à-dire pour clairement des mesures qui violent les traités. Et le gouvernement finlandais s'est fait d'ailleurs la spécialité au cours des dernières semaines d'insister sur le fait qu'il pouvait envisager de sortir de l'euro. Eh bien, après l'entretien que Mario Monti, qui est un ancien de Goldman Sachs, a eu avec le Premier ministre finlandais, il a dit qu'il avait rencontré l'une des personnes les plus intéressantes en Europe. Voilà. Pourquoi ? Parce que le dirigeant finlandais, qui lui défend les intérêts du peuple finlandais, qui lui a exigé que toutes les garanties qu'octroiera la Finlande soient assises sur des sûretés réelles, de façon à protéger
le patrimoine des Finlandais, M. Mario Monti s'est rendu compte qu'il avait affaire à un os, si j'ose dire, avec un dirigeant en Finlande, comme c'est d'ailleurs le cas en Allemagne et aux Pays-Bas, des dirigeants qui défendent leurs intérêts et qui surtout connaissent leurs dossiers. Voilà. Et par contraposé, si l'on peut dire, par contraste, le fait que Mario Monti ait dit qu'il avait rencontré quelqu'un de vraiment très intéressant en Finlande et qu'il n'a rien dit sur ce qui s'était passé en France la veille montre, à mon avis, le peu de cas que l'on commence à faire de la vie de François Hollande. On sait qu'il est complètement tenu par l'oligarchie atlantiste. Alors à propos de l'euro, la période estivale, ça a été, on a calmé le jeu. Rappelez-vous ce qui s'était passé donc au mois de juillet. Il y avait eu une fièvre qui s'était manifestée notamment avec l'Espagne. Les taux d'intérêt sur les obligations espagnoles avaient grimpé en flèche, avaient battu des records. On avait atteint, je crois, presque 7,6% de taux d'intérêt sur 10 ans. Il y a eu Super Mario, comme l'a dit la presse, qui est intervenu, M. Mario Draghi, le président de la BCE, qui a dit qu'on allait voir ce que l'on allait voir, et on allait voir ce que l'on allait voir, et que de toute façon, il n'y avait aucune raison que l'euro explose, que l'euro était irréversible. Bon, tout ce que les anglo-saxons appellent lip service, c'est-à-dire le service des lèvres, ça veut dire du flan, du baratin. Les médias aussitôt ont orchestré Super Mario est arrivé, ça y est, l'euro est sauvé. Les marchés ont été rassérénés, paraît-il. En pratique, il ne s'est strictement rien passé. Je me hasarde un peu parce que là je parle, nous sommes le 1er septembre. Dans les prochains jours, donc je parle au futur, probablement M. Draghi va-t-il faire l'annonce d'un plan. Si je devais prendre un pari, toujours un peu risqué, mais je pense que le plan de M. Draghi va être un rachat d'obligations espagnoles ou italiennes, mais dans des proportions relativement limitées. C'est-à-dire que je pense que la montagne va de nouveau accoucher d'une souris, d'un souriceau. J'ai d'ailleurs fait, au mois de juillet, j'ai fait un article sur notre site internet et sur notre page Facebook qui s'appelait que Mario Draghi, ça faisait de nouveau pchit. Je pense que ça va faire de nouveau pchit. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce programme de rachat, ça va être assorti de toute une orchestration médiatique, parce qu'ils ont recours à des sociétés de désinformation. Hein. La Commission européenne ou la Banque centrale européenne payent des sociétés comme Burson Marsteller, Hill Knowlton, pour orchestrer médiatiquement. Il y a par ailleurs toute l'oligarchie qui est là pour pousser à faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Donc je pense qu'on va avoir probablement dans les jours qui viennent, l'annonce d'un plan de rachat d'obligations et que d'un seul coup, on va dire ça y est, c'est formidable, tout est sauvé. Et puis, je pense aussi que, comme ça s'est passé les autres années, les autres mois, les autres fois, vous savez qu'il n'y aura rien de nouveau sur le soleil. Le programme qui va être fait par M. Draghi, c'est ce qui a déjà été lancé depuis plusieurs années, même si ça a été mis un petit peu en sommeil par M. Trichet. Et en réalité, au bout de quelques jours, 48 heures, 72 heures, une semaine, les marchés financiers vont se rendre compte qu'en fait, c'est encore une fois un cautère sur une jambe de bois. Et donc la crise va de nouveau rebondir. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça, c'est dans l'immédiat. Il y a dans l'immédiat aussi, enfin à très court terme, le 12 septembre, c'est une date qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la décision qui va être prise du tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne, le tribunal de Karlsruhe en Allemagne, qui va dire, dans sa grande sagesse, si le TSCG, le traité qui est censé régler les problèmes de l'euro, si le Fonds européen de solidarité financière transformé en MES
et qui est censé régler les problèmes de l'euro, eh bien si tous ces dispositifs sont ou non conformes à la Constitution allemande. Alors il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est que le tribunal dise c'est parfaitement conforme, circuler, il n'y a rien à voir. Personnellement, je ne pense pas que c'est ce qu'il va faire. La deuxième possibilité qui consiste à dire ça n'est pas du tout conforme à la Constitution allemande, donc c'est retoqué. À mon avis, la logique juridique et financière voudrait que ce soit la décision qu'ils prennent. Mais bien entendu, s'ils prenaient cette décision, ça ferait un pataquès énorme au niveau non seulement allemand et européen, mais au niveau planétaire. Il envoie l'euro dans le décor dans la minute. Donc je pense que les juges constitutionnels de Karlsruhe, normalement, à mon avis, feront en sorte de ne pas prendre cette mesure-là. Je ne les sens pas trop prendre une position de cette nature. Je ne l'exclus pas totalement. Ça serait énorme. Je ne l'exclus pas pour deux raisons. D'abord parce que d'un point de vue sur le fond du dossier, le MES est implaidable. C'est contraire à la jurisprudence que le tribunal de Karlsruhe a lui-même édictée au moment de la Constitution européenne, c'est-à-dire le fait qu'il fallait de plus en plus mêler les parlements. Or, justement, le MES échappe les décisions, échappe au Parlement pour des sommes astronomiques. Donc, normalement, la logique juridique et constitutionnelle voudrait que le tribunal le retoque. Il y a une autre raison, peut-être, pour laquelle il pourrait le retoquer, qui est une raison vicieuse. Moi, je n'exclus pas que Mme Merkel ait des liens, ait des contacts avec les juges de Karlsruhe. Il n'y a rien qui l'empêche d'avoir des contacts, même si, bien entendu, les juges sont complètement indépendants. Rien n'empêche que Mme Merkel, par une nuit sans lune, discrètement, puisse recevoir le président pour dire Monsieur le président du tribunal, vers quoi vous orientez-vous ? À mon avis, Mme Merkel, je vais y revenir dans un instant, elle joue actuellement un jeu double, puisque, j'y reviendrai, l'Allemagne aurait intérêt à sortir de l'euro, elle voudrait sortir de l'euro, mais elle ne le peut pas. Et donc, elle ne le peut pas à cause des contraintes politiques qu'imposent sur elle les États-Unis d'Amérique. J'y reviendrai dans un instant. Une formule allemand que de dire, vous savez, comme on disait au Vatican, non possumus, c'est du latin, ça veut dire on voudrait bien mais on ne peut pas. C'est-à-dire que Mme Merkel dise écoutez, j'aurais bien voulu faire le MES, mais malheureusement, le tribunal l'a retoqué. Donc, je n'exclus pas, je n'ai pas d'informations sur cette opération, mais je n'exclus pas que l'Allemagne, le gouvernement allemand, éprouve actuellement, vous savez, ce que les Allemands appellent Schadenfreude, c'est-à-dire une joie maligne, à l'idée que peut-être le sale boulot, c'est-à-dire le retocage, échappe au niveau politique et soit fait au niveau des juges. Bon, cela étant, je pense, tout bien pesé, que la situation qui prévaudra le 12 septembre, on va voir. Je pense quand même que le tribunal de Karlsruhe devrait, à mon avis, donner son accord, mais avec toute une série de bémols très importants, très handicapants, notamment la consultation systématique et l'aval systématique du Bundestag et l'autorisation avant toute décision du MES, ce qui reviendrait d'ailleurs à accorder à l'Allemagne un droit spécifique qui n'est pas prévu dans le traité du MES. Donc une décision qui permettrait de sauver un petit peu la face de tout le monde, qui n'enterrerait pas le MES tout de suite, mais qui handicaperait sa mise en œuvre. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe pour le FESF. Le FESF a beaucoup de mal à se mettre en œuvre, de telle sorte que l'Allemagne puisse sortir en donnant l'impression de ne pas avoir mis de bâton dans les roues, mais en réalité en traînant les pieds tellement, pas seulement l'Allemagne d'ailleurs, mais les Pays-Bas et la Finlande, en traînant les pieds tellement que en fait ça revienne à vider en partie de substance les dispositifs en attendant que la situation continue de s'aggraver et de pourrir.
Alors oui, je l'ai évoqué à l'instant. Vous savez, ce sont les analyses que je développe depuis maintenant plusieurs années, en tout cas au moins un an. Je développe l'idée que l'Allemagne est le pays qui risque le plus avec l'affaire de l'euro, puisque progressivement les États du Sud tombent en rideau et progressivement ils voient tomber sur eux le risque que le risque financier se résume de plus en plus à un nombre de plus en plus restreint de pays et que l'Allemagne sera celui qui paiera pour tout le monde. Alors, je l'ai expliqué et je me permets de souligner deux choses. Je l'avais expliqué lorsque j'étais passé sur BFM Télévision il y a bientôt un an, jour pour jour. Je crois que c'était de mémoire le 12 septembre auprès de Nicolas Dose. J'avais même offert aux journalistes d'ailleurs un billet de 50 milliards de marques, je crois, pour lui montrer la hantise des Allemands face à la décollade de la monnaie. Et puis au mois de novembre, je crois que c'était le 24 novembre, j'étais passé sur France 24 où j'avais dit la même chose, où j'avais expliqué que les Allemands voulaient absolument sortir de l'euro. Alors, sur France 24, j'avais été opposé à Philippe Lenschener, qui est un ancien vice-président de Publicis, qui d'ailleurs faisait également partie de mes contradicteurs sur BFM, mais j'avais également été opposé à Jean Pisani-Ferry, qui est du comité Bruegel, qui est un des prétendus experts, qui est constamment invité dans le média. Alors, j'ai remis ces jours-ci sur la page Facebook et sur le site des liens sur ces vidéos, parce que c'est intéressant de les revoir avec presque un an de recul. Lorsque j'avais parlé sur France 24, j'étais seul contre tous. Monsieur Pisani-Ferry, surtout, mais aussi Monsieur Lenschener un peu moins, et aussi la journaliste Stéphanie Antoine, tout le monde m'était tombé à RAW dessus, en m'expliquant que je ne comprenais rien et en m'expliquant qu'en réalité, l'Allemagne ne pouvait surtout pas sortir de l'euro, que ce serait une catastrophe pour l'Allemagne de sortir de l'euro. Alors je renvoie à notre page Facebook, à notre site, où on a remis le passage en question. Monsieur Pisani-Ferry, le prétendu expert qui est invité partout, qui fait partie du comité Bruegel, qui d'ailleurs, comité est financé en sous-main par Goldman Sachs, eh bien monsieur Pisani-Ferry avait expliqué que je n'y connaissais rien, que l'Allemagne avait 6 000 euros de créances sur l'étranger, qu'elle ne pouvait en aucun cas se permettre ci et ça. Bon, le résultat, on le voit. Aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs semaines, ça a été repris par la presse. Toute la presse allemande ne cesse que de titrer sur l'utilité qu'il y a à sortir pour l'Allemagne de l'euro. Les patrons, les patrons des patrons, les syndicats patronaux, les journalistes, des banquiers, etc. Tout le monde tire la sonnette d'alarme en disant il faut que l'Allemagne sorte de l'euro, il faut que l'Allemagne sorte de l'euro. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est un peu de l'autosatisfaction, certains diront. D'abord, c'est pas interdit de faire un peu d'autosatisfaction, mais surtout, si je fais ça, c'est pas par autosatisfaction. C'est simplement parce que je veux attirer l'attention de mes auditeurs, des gens qui nous font confiance, sur le fait qu'il est très important de revenir avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de recul sur ce que l'on a dit, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir si des analyses sont bonnes. C'est une question que je me pose souvent. Quand vous êtes béotien, quand vous êtes un citoyen lambda, vous n'avez pas de connaissances particulières en matière économique, en matière financière. Quand vous entendez un débat comme celui qui avait eu lieu sur France 24 entre des experts qui s'opposent, le commun des mortels ne sait pas très bien, finalement, pourquoi est-ce que les gens me feraient plus confiance à moi qu'à des gens comme M. Jean Pisani-Ferry qui sort des arguments qui ont l'apparence de la réalité. Il lance des arguments d'apparence technique, donc le commun des mortels se dit moi je ne sais pas. Et comme il y en a un, moi, que l'on entend pratiquement jamais, qu'on ne voit jamais passer à la télé, alors qu'il y en a d'autres, comme M. Pisani-Ferry qui passe constamment, le commun des mortels se dit c'est quand même lui, Pisani-Ferry, qui doit avoir raison, puisque c'est lui qui est à interroger. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est très important de faire des retours en arrière et de voir qui avait raison, parce que le temps révèle qui a raison et qui ment par rapport à qui dit la réalité
des événements. Voilà, donc j'insiste sur le fait que l'Allemagne, la situation est très très mauvaise en Allemagne. Quelle est la position allemande ? La position allemande, effectivement, ils voudraient sortir de l'euro, mais le problème, je l'ai déjà maintes fois expliqué, c'est que les États-Unis ne le veulent pas. Pour une raison simple, c'est que si l'euro se désagrège, il y a une probabilité importante que ce soit l'ensemble de l'Union européenne qui se désagrège. Or, je rappelle que la construction européenne est une opération de domination géopolitique américaine lancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc les Américains feront tout pour maintenir leur glacis géopolitique en Europe. Ça, c'est l'explication géopolitique. Il y a une explication économique. L'explication économique, c'est que si l'euro part en rideau, ça va coûter des sommes phénoménales aux différents pays d'Europe. Et pendant un certain temps, il va y avoir des troubles qui vont faire que la zone euro, qui déjà est en récession, va poursuivre sa récession, ce qui va évidemment placer les grands pays exportateurs asiatiques dans une situation préoccupante. Vous avez vu d'ailleurs que la Chine, en ce moment, est très inquiète de la situation en Europe, parce qu'on est des clients. Si les clients font défaut, eh bien, ils n'arrivent plus à vendre. Et de proche en proche, c'est la situation américaine qui va également pâtir de l'ensemble. Donc c'est l'ensemble. Le désastre de l'euro est en train d'entraîner l'ensemble de la planète dans une récession généralisée. Donc les Américains essayent de faire... Vous savez, c'est la théorie... Encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Tout le monde sait, par exemple, que la crise financière américaine couvre sous la cendre. Tout le monde sait que la crise du dollar couvre, que la crise de l'euro couvre, mais les Américains essayent de toujours repousser un petit peu à plus tard. Et donc, comme ils ont horreur de l'incertitude, ils font toutes les pressions pour que l'Allemagne ne sorte pas de l'euro. Voilà. Donc l'Allemagne subit les pressions des États-Unis pour des raisons géopolitiques, pour des raisons également économiques, pour ne pas sortir de l'euro. C'est ce qui donc donne la situation actuelle, avec l'Allemagne qui voudrait sortir, mais qui n'en a pas les moyens politiques, et qui essaye donc de jouer un jeu extrêmement trouble et ambigu. C'est pas comme ce pauvre Hollande. Lui, il n'est pas du tout ambigu. Lui, il croit qu'il faut sauver l'euro et qu'il faut faire des eurobonds. Il a vraiment rien compris. Mais en revanche, l'Allemagne, elle joue un jeu trouble et ambigu que l'on mesure avec les deux personnes qui sont à la BCE. Vous savez qu'à la BCE, vous avez le président de la Bundesbank allemande, M. Weidmann, qui est très hostile aux mesures qui outrepassent les traités européens, donc qui est tout à fait hostile. Il l'a écrit encore récemment en disant que les pays d'Europe allaient devenir accros, que si la Banque centrale européenne rachetait des obligations, il va donc faire encore un petit baroud d'honneur. Comme je l'ai dit, je pense que la BCE va arracher des obligations, mais pas dans des proportions géantes. Mais néanmoins, même ça, c'est trop pour M. Weidmann de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande. Mais au même moment, il y a un certain M. Asmussen, qui est allemand, qui lui est au conseil d'administration de la BCE et qui, lui, joue plus le jeu de la BCE. Ce qui permet à Mme Merkel eh bien, de jouer ce jeu politicard qui est d'apparaître selon le parfait caméléon, vous savez, c'est-à-dire à la fois pour dire à sa population « vous voyez, je serre les boulons » et à la fois pour dire aux partenaires de l'euro et aux Américains « vous voyez, je ne suis pas contre l'euro ». Quel est l'objectif de Mme Merkel ? C'est un objectif un petit peu misérable, mais qui est important pour elle, c'est qu'elle tient à être réélue. Bon, elle tient à être réélue en 2013, donc à mon avis, Mme Merkel va essayer de faire durer l'euro jusqu'à sa réélection. Est-ce que ce sera le cas ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui explique à quel point la situation est difficile à saisir et à quel point il y a énormément d'arrière-pensée derrière tout ce petit monde. Où en est-on avec la Grèce ? Où en est-on avec la Grèce ? Vous savez qu'il y a un néologisme qui s'est imposé, qui a même fait son entrée sur Wikipédia, si j'ai bien vu, qui est le Grexit. C'est la crase, comme disent les linguistes, la fusion du mot Grèce et du mot exit. Alors le Grexit, on en est où ?
j'allais dire, les marchés s'excitent sur le Grexit. Vous avez vu que le Premier ministre grec claironne qu'il ne faut surtout pas sortir, que la Grèce va rester dans l'euro, qu'il prenne des mesures extraordinaires. Le monsieur Hollande est allé en Espagne pour rencontrer monsieur Rajoy, le Premier ministre espagnol, et pour dire qu'il fallait surtout pas que la Grèce sorte de l'euro. Et là aussi, ça tire à hu et à dia. Pourquoi ça tire à hu et à dia? Parce que si la Grèce sort de l'euro, il va y avoir deux effets très très graves. Le premier, c'est un effet de précédent. Si la Grèce sort de l'euro, un domino va tomber, les marchés vont s'intéresser au suivant, c'est-à-dire à l'Espagne. Si la Grèce sort de l'euro, il va y avoir un énorme problème juridique, puisque ça n'est pas prévu par les traités. Donc il va falloir soit violer les traités, mais à ce moment-là, on ne pourra plus dire que la zone euro est une zone de droit, que l'Union européenne est un État de droit. Ça veut dire que non seulement la BCE piétine ses propres règles, que déjà on viole l'article qui prévoit la clause de non-renflouement, mais qu'en plus de ça, on permet à un État de sortir des traités alors que ce n'est pas prévu et que c'était le cœur même du traité de Maastricht. Donc il y aura un énorme problème juridique qu'il va falloir traiter, justement, c'est le cas de le dire. Et donc il faudra que les pays se rassemblent pour, en catastrophe, faire des modifications au traité. Donc ça va être une espèce de bins absolument épouvantable. Donc effet de domino, effet de précédent et gros problème juridique. Et puis il va y avoir un immense problème financier. Parce qu'actuellement, on estime qu'il y a plus d'une centaine de milliards d'euros qui ont fui la Grèce et qui sont allés s'installer en compte courant en Allemagne pour bénéficier de ce phénomène dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, y compris à BFM Télé et à France 24 il y a un an. C'est-à-dire que l'euro n'est pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. C'est-à-dire que lorsque vous avez des euros sur un compte courant en Grèce, c'est une créance sur la Banque centrale de Grèce. Mais si vous les transférez en Allemagne, ils deviennent, comme dans le conte de fées, la citrouille qui se transforme en carrosse, et bien d'un seul coup, ils deviennent des créances sur la Bundesbank allemande qui sont très, très, très sûres. Et donc, pour bénéficier de cette sûreté, et puis parce que c'est également le résultat du déficit constant de la balance commerciale et de la balance des paiements courants de la Grèce vis-à-vis de l'Allemagne, il y a donc une masse d'euros qui ont fui la Grèce ou qui ont quitté la Grèce pour aller en Allemagne. On estime actuellement que le déséquilibre est de l'ordre d'environ 100 milliards d'euros, soit en Allemagne, soit aux Pays-Bas, soit au Luxembourg. Bien. Il faut ajouter à cela l'ensemble du volume des billets de banque en euros qui existent en Grèce. Les spécialistes estiment que si la Grèce sort de l'euro, il y a donc 145 milliards d'euros qui risquent d'être d'un seul coup constatés comme en perte par la BCE, qui va donc les rétrocéder, si j'ose dire, au système européen de banque centrale. Ça veut donc dire qu'il y aura à ce moment-là les autres pays du système européen du SEBC, dont la France, vont essayer d'obtenir de la Grèce qu'elle rembourse toutes ses créances qu'elle laissera tomber en sortant de l'euro. Mais comme la Grèce est déjà complètement raide sur les dettes qu'elle a, comment peut-on espérer qu'elle va pouvoir rembourser en plus 140 milliards d'euros? Ça veut donc dire que si la Grèce sort de l'euro, eh bien, il y a un risque quand même très important. Bon, on essaiera sans doute de maquiller ça. La Grèce prendra des promesses sur 10 ans, 15 ans, etc. Mais enfin, en gros, il faut quand même compter qu'il y a 140 milliards d'euros qui risquent d'être perdus purement et simplement. Perdus par qui? Perdus par les États qui resteront dans le système européen de banque centrale au prorata de leur pourcentage. Alors j'ai une bonne nouvelle à annoncer, c'est que la France n'est pas celle qui a le plus, c'est l'Allemagne qui a 29%. Puis j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer,
c'est qu'on en a quand même un sacré paquet, parce qu'on en a à peu près 20% du SEBC, 20,3. Donc vous appliquez 20% à 145 milliards d'euros. Bon, vous enlevez quelques milliards d'euros, on trouvera des moyens sans doute de se faire rembourser. On peut compter que, allez, il va y avoir pour la France un risque de sinistre de l'ordre de 28 milliards d'euros. Rien que pour la France et pour le contribuable français. Alors ça, personne n'en parle. C'est un zakouski, c'est un hors-d'œuvre par rapport à ce qui attend si après il y a l'Espagne puis l'Italie qui tombent en rideau. C'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà expliqué, c'est la raison pour laquelle le prix Nobel d'économie, enfin on l'appelle prix Nobel d'économie, c'est pas tout à fait un prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Comment s'appelle-t-il? Joseph Stiglitz avait récemment dit ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux. Ben oui, parce qu'ils laissent le mistigris aux autres. Donc, ce qu'il faut bien que les Français qui m'écoutent comprennent, c'est que monsieur Hollande, avec ses airs bonasses, et tout le microcosme européiste, tous les Sarkozy, Juppé, Fillon, Bayrou, Eva Joly, et tout ce petit monde qui nous dit faut rester dans l'euro, faut rester dans l'euro, il faut bien que les Français comprennent qu'ils nous disent de rester dans le Titanic qui s'effondre, et que plus nous resterons, et plus nous risquons d'avoir des ardoises qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai dit. Il y a un des grands patrons allemands récemment qui a dit si nous restons dans l'euro, ça risque à la fin des fins de se terminer par plus de 1000 milliards de dollars de pertes pour l'Allemagne. Donc les situations n'ont rien de rigolo, n'a rien de plaisant, et ce sont des sujets sur lesquels je conjure mes concitoyens de faire circuler cette vidéo, et je les conjure de ne plus croire les gens Pisani-Ferry qui ont une table ouverte dans les médias et de me croire moi. Il suffit qu'ils reviennent à la vidéo dont je parlais, puisque ce que je dis là, je le disais il y a un an, les événements me donnent raison. Alors, tout ça, c'est les raisons pour lesquelles la sortie de la Grèce de l'euro poserait des très gros problèmes. Il y a un petit problème d'ailleurs dont personne ne parle, sur lequel je reviendrai un de ces jours, c'est le problème des billets de banque. De ce que je crois savoir, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas je subodore de mes connaissances, qu'un billet de banque en euros ne devient une créance qu'au moment où il est sorti des coffres de la Banque centrale. Sinon, c'est un papier. Quel est actuellement le nombre de billets en euros qui sont détenus dans les caves de la Banque centrale de Grèce? Moi, j'en sais rien. Il est possible qu'ils aient 10, 15, 20 milliards d'euros potentiellement qui ne soient pas sortis. Si d'un seul coup, les Allemands ou les autres pays d'Europe décidaient de mettre la Grèce à la porte, qu'est-ce qui empêcherait, je vois les choses, peut-être que j'ai l'esprit un peu tordu, mais qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement grec, s'il est acculé, s'il est obligé de faire contre quoi il se bat, qu'est-ce qui les obligerait et qu'est-ce qui les interdirait d'un seul coup, par une nuit sans lune, de mettre en service les billets? Rien. Normalement, lorsqu'une banque centrale met en service des billets, donc crée des créances, c'est la même chose en France. Dans la Banque de France, il y a des billets en euros qui sont non valides puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Mais à partir du moment où on les met en circulation, d'un seul coup, ce sont des créances qui apparaissent. Les banques centrales normalement sont obligées de tenir informée la Banque centrale européenne du montant qu'elle met en service. Mais si elle ne le fait pas, moi je dis ça, je dis rien. Mais simplement ce que je dis, c'est qu'au passage, il me semble que la Grèce détient un pouvoir de nuisance colossal, c'est qu'elle pourrait faire des vrais faux papiers, des vrais faux billets. Elle pourrait faire de la vraie fausse monnaie, puisqu'elle a des vrais billets qui n'ont pas de valeur juridique tant qu'ils n'ont pas été mis en circulation. Elle a d'ailleurs la capacité d'en fabriquer.
Et si les Grecs, s'ils avaient envie de se venger d'une situation, ils pourraient faire de la fausse monnaie de façon, voilà. Je signale aussi, c'est un peu un détail, enfin, ça mérite quand même que l'on y réfléchisse, c'est que sur tous les billets en euros, il y a des centaines de milliards de coupures qui circulent, et il y a quand même le mot euro qui est écrit en grec. Et EKT, qui veut dire Europai, enfin c'est en grec, T pour trapéza, vous savez qu'en grec, la banque, ça se dit trapéza, et c'est écrit en grec. Bon, c'est un peu un détail, c'est une ironie de l'histoire, mais on aurait donc des billets qui seraient écrits en grec, alors que ça ne serait plus des billets qui seraient valables en Grèce. Bon, je ferme ici ce truc. Alors, l'autre hypothèse, c'est que la Grèce reste dans l'euro. C'est ce que disent les autres. Mais la Grèce reste dans l'euro, le problème n'est absolument pas réglé, puisque vous avez vu que la situation est catastrophique. Les mesures exigées par la Troïka plongent la Grèce dans une presque anarchie. Le taux de suicide a été multiplié par 3 depuis 2 ans. Et en réalité, nul ne voit quel est l'avenir de la Grèce. Et les Allemands n'ont aucune envie de donner plus de souplesse au gouvernement d'Athènes, justement pour éviter les effets d'annonce. Donc, quel que soit le cas de figure sur lequel on regarde ce problème, on est face à une impasse absolument monstrueuse. Pour conclure, ce que j'ai à annoncer, c'est ce que nous venons d'annoncer donc, au début septembre, c'est que nous organisons le 21, 22 et 23 septembre, donc dans 3 semaines, nous organisons notre première université, une université d'automne, de l'Union populaire républicaine près d'Annecy, au bord du lac d'Annecy, pas à Annecy mais à proximité, dans un lieu très agréable. C'est un grand domaine qui fait office de camping, où il y a des mobile-homes. Nous avons obtenu du gérant des lieux, qui d'ailleurs est un adhérent bienfaiteur de l'UPR, nous avons obtenu qu'il nous privatise cet espace, donc ça sera réservé à l'UPR, que nous ayons des coûts qui soient bien tenus, qui nous permettent à la fois d'héberger ceux qui le souhaitent, c'est pas obligatoire, les gens pourront s'héberger ailleurs, mais ceux qui le souhaitent pourront être hébergés soit dans des mobile-homes, soit en venant avec leur propre matériel de camping, dans ce domaine où il y a une très grande piscine, il y a un endroit agréable. Et puis, pour y tenir, donc, notre université, donc, le vendredi, sera réservé aux responsables du mouvement, où nous aurons, entre nous, des travaux pour améliorer le fonctionnement interne, améliorer la collégialité, améliorer toute une série de procédures, réfléchir aussi à la stratégie de l'UPR à l'horizon des élections européennes qui arrivent en 2014. Voilà. Donc ça, c'est la première journée qui sera réservée aux responsables. À partir du vendredi 18h, on ouvre cette université aux adhérents à jour de cotisation qui le souhaitent. Donc tous les adhérents à jour de cotisation au 21 septembre pourront venir moyennant s'ils s'hébergent sur place, ou alors s'ils n'hébergent pas moyennant des frais d'inscription de 20 €. Et ils pourront donc dîner le soir avec les responsables de l'UPR, dont moi-même, et puis les principaux responsables le vendredi soir. Le samedi matin, ils pourront participer à différents ateliers, notamment un atelier sur les élections européennes, un atelier sur militantisme, pour comment développer le militantisme, quelles sont les réponses. Et moi, je passerai d'atelier en atelier pour m'entretenir avec nos adhérents. Nous aurons un déjeuner également ensemble. Et puis l'après-midi, nous aurons des débats, notamment de façon certaine, nous aurons un débat avec Madame Mireille Zaki, donc, qui est journaliste suisse, et qui viendra de Genève, ça n'est pas très loin, et avec laquelle j'aurai un débat sur le thème « Est-ce que les États-Unis veulent ou non la mort de l'euro ?» puisqu'elle défend cette thèse dont je parlais tout à l'heure. J'aurai toute une série d'arguments et d'autres arguments à faire valoir. Donc on aura ce débat
On aura probablement d'autres invités dont je garde un peu la surprise pour l'instant. Et puis ensuite, ça va durer donc l'après-midi de 15h jusqu'aux alentours de 18h30, 19h. Et puis à partir de 18h30, je ferai une conférence nouvelle, inédite, dont je garde le thème secret. Donc ça sera une conférence inédite nouvelle. Et puis après ça, il y aura des débats et ça se terminera par une soirée festive avec de la musique, avec une guinguette, et puis au cours de laquelle il y aura organisé une petite tombola avec des lots qui seront des lots à connotation historique que je commenterai personnellement et qui seront remis aux heureux gagnants de cette tombola. Voilà, ça c'est pour le samedi. Et puis ça se couchera sans doute tard. Et puis le dimanche matin, il y aura en fin de matinée, parce que je pense qu'on se couchera tard, en fin de matinée, il y aura le résumé des ateliers qui sera fait, et puis un discours de clôture où j'annoncerai probablement quelques nominations complémentaires de délégués et de membres du bureau national. Et puis ça se terminera par un déjeuner. Et l'après-midi, pour ceux qui le souhaitent, nous ferons une petite excursion, une petite balade sur un lieu de la résistance dans les environs, sans faire de commentaires, parce que j'ai horreur de tout ce qui est récupération, ce genre de choses. Donc on fera ça entre nous, les participants qui le voudront. On ne va pas en faire des gorges chaudes, ni utiliser ça à des fins de promotion. Je précise que l'université donc est ouverte le vendredi uniquement aux responsables jusqu'à 18h. De 18h du vendredi jusqu'au dimanche après-midi à tous les adhérents à jour de cotisation qui souhaitent venir. Mais je précise aussi qu'il y a un troisième type de public auquel nous nous adressons, qui sont tout le monde, tous les gens, même ceux qui sont des simples sympathisants ou tout simplement des simples curieux, appartenant éventuellement à d'autres mouvements politiques qui veulent voir un petit peu à quoi ça retourne. Alors eux, on leur ouvre notre université, mais uniquement le samedi après-midi et le samedi soir. C'est-à-dire qu'ils pourront venir à partir de 15h assister au débat. Par exemple, le débat avec Madame Zaki, par exemple le débat avec les autres invités ou les tables rondes. Parce que c'est des débats, il n'y aurait pas de raison de limiter ça uniquement à des adhérents de l'UPR. Donc ce sont des débats. Ensuite, pour assister à ma conférence, et puis pour dîner, pour participer à la tombola s'ils veulent y participer, et puis à la soirée, ce qui leur permettra au passage de faire la rencontre des adhérents de l'UPR qui seront présents, et puis éventuellement des responsables, et puis moi-même j'essaierai, pour ce qui me concerne, d'être au cours de ces 3 journées le plus disponible pour tout le monde. Voilà. Les modalités d'inscription, tout ceci, c'est sur notre page Facebook, c'est sur notre site internet. Petite conclusion finale, c'est notre première université. Nous sommes un petit mouvement politique en très forte croissance. On a dépassé les 1700 adhérents. On est en croissance exponentielle. On a encore eu des adhérents pendant plein mois d'août. Il y a des gens qui ont continué d'adhérer. Mais nous n'avons pas d'argent et nous n'avons droit qu'à des bénévoles. Enfin, on a peu d'argent. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, on a peu d'argent. On réserve ça pour notamment les européennes, plus les dépenses, comme par exemple les dépenses obligatoires pour notamment les tracts. Donc je dis tout ça pour dire que cette université, elle est faite avec les moyens du bord, avec des bénévoles. Voilà. Nous n'avons pas recours, comme les grands partis politiques, à des sociétés qui sont spécialistes dans les festivités. On aura une guinguette, tout ceci se fera évidemment un peu à la bonne franquette. Voilà, donc je dis tout ceci pour dire que il faudra faire preuve de bonne humeur et d'esprit d'équipe, bien entendu. Plutôt, on a besoin de gens qui sont là pour retrousser leurs manches et pas pour venir chipoter s'il y a tel ou tel petit dysfonctionnement. J'insiste aussi sur le fait que nous avons tiré les prix. Les prix sont
relativement modéré dans la mesure où on fait des prix pour la durée du séjour. Par exemple, pour les visiteurs qui ne sont pas membres de l'UPR et qui ne pourront pas loger sur place, mais qui pourront venir l'après-midi et la soirée du samedi, le droit d'entrée forfaitaire pour l'ensemble sera de 15 euros, ce qui n'est quand même pas très cher compte tenu des coûts fixes que nous avons à gérer. Quant à nos adhérents, quel que soit le nombre de nuits qu'ils passeront sur place, s'ils viennent dans un mobil-home, ils verront selon qu'ils partagent le mobil-home avec d'autres ou qu'ils le réservent, ils paieront entre 62, 82 ou 124 euros s'ils veulent être absolument tout seuls dans le mobil-home pour les 2 ou 3 nuits. Ce ne sont pas des prix qui nous paraissent totalement déraisonnables. Et on a même réservé la possibilité à ceux qui sont vraiment désargentés de venir avec leur propre matériel de camping. Ils paieront 21 euros, y compris le droit d'accès à l'université pour s'installer avec leur tente, sachant qu'ils auront accès à la piscine, à l'électricité, etc. Voilà. Donc tout ceci pour dire que nos coûts sont très tirés. On aurait pu exiger, vous savez, pareil, je ne vais pas citer le parti, mais on m'a dit qu'il y a un parti politique très connu qui demande, je crois, 250 euros de participation à ces universités. Donc nous n'en sommes pas là, on essaye de limiter les frais. On espère quand même que nos adhérents seront généreux et feront le déplacement. C'est un moment fort de l'UPR en ce début de cette reprise d'année scolaire et en cet automne 2012. Voilà, à bientôt j'espère, et à tous et à toutes.